ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Une ruse, c'est ainsi que de nombreux étudiants algériens qualifient le retrait de la candidature du président Bouteflika. Ils sont donc à nouveau descendus dans les rues. Zone de turbulence pour les Boeing 737 MAX 8. Ces appareils du constructeur américain sont cloués au sol ou interdits de traverser certains espaces aériens après le crash du vol d'Ethiopian Airlines. Et cette pression des forces anti-djihadistes soutenues par les Occidentaux qui monte sur le groupe État islamique. Reportage dans le camp d'Al-Hol au nord de la Syrie. Bonsoir. En Algérie, plusieurs milliers d'étudiants sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi pour dénoncer ce qu'ils qualifient de ruse du président Abdelaziz Bouteflika afin de se maintenir au pouvoir. Les nouvelles manifestations surviennent au lendemain du retrait de la candidature du chef de l'État algérien à un 5e mandat et du report s'inédié de la présidentielle. Le compte rendu de Jacques Aristide. Après l'euphorie, le doute, à Alger ce mardi, les étudiants mais aussi de nombreux enseignants ont défilé dans les rues pour dire non à ce qu'ils appellent une prolongation du 4e mandat. Nous, étudiants algériens, sommes contre l'extension du mandat du président. Le président n'a pas le droit de reporter les élections et de prolonger le 4e mandat. C'est anticonstitutionnel. On ne peut plus répéter le scénario de 88. Je pense que le pouvoir est disqualifié pour gérer n'importe quelle transition. La transition doit être gérée par des personnalités crédibles qui vont émerger et qui existent en Algérie. Le président Bouteflika, cible d'une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, affirme en effet qu'il ne briguera pas au 5e mandat, mais ne partira pas avant la présidentielle, elle, reportée à une date qui demeure inconnue. À l'international, la France, ancienne puissance coloniale, salue son renoncement, mais appelle à une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect. Pour l'heure, l'annonce du chef de l'État algérien n'a pas calmé la rue. Des appels sont déjà lancés pour de nouveaux rassemblements le 15 mars. Un rendez-vous pour un 4e vendredi consécutif de manifestations. Allons tout de suite en Algérie pour développer cette actualité. C'est avec Zine Cherfaoui, rédacteur en chef du journal El Watan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Abdelaziz Bouteflika qui renonce donc à sa candidature à un 5e mandat, un premier ministre nommé, un vice-premier ministre nommé aussi. Pourquoi donc des appels à la manifestation à nouveau ? Eh bien, écoutez, comme vous le disiez si bien dans la présentation de votre sujet, une partie de l'opinion, sinon une grande partie de l'opinion, considère l'offre politique du président Abdelaziz Bouteflika comme une ruse. Pourquoi une ruse ? Parce que les gens considèrent que son offre politique consiste pour lui, est une manière pour lui aussi de prolonger son 4e mandat, puisque la rue refuse qu'il brigue un 5e mandat. Donc c'est la raison pour laquelle la contestation a continué. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez des milliers d'étudiants qui ont manifesté au centre-ville d'Alger, mais il y a aussi des médecins qui ont manifesté dans la 3e ville du pays, Constantine. Et vous avez aussi des magistrats qui ont manifesté dans d'autres villes. Tout à fait. Est-ce que les Algériens ne pourraient justement pas saisir l'opportunité d'une conférence nationale pour poser tous leurs problèmes et repartir à zéro ?
Écoutez, oui, l'idée paraît séduisante, encore que beaucoup de gens aussi vous disent que le problème de l'Algérie n'est pas un problème de loi, mais un respect des lois. Donc il y a des gens aussi qui vous disent qu'il y a de belles lois, qu'il y a une constitution qui n'est pas inintéressante, qu'il y a un arsenal juridique et législatif qui est intéressant et qu'il faut surtout l'appliquer. Mais au-delà, il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, une partie de l'opinion. On verra aussi ce que la rue pourra mobiliser vendredi, parce qu'il est prévu une grande marche vendredi. Il y a une partie de l'opinion qui dit que ce n'est pas à l'actuel président de conduire la transition. C'est pour ça que les gens sont aussi mécontents. En quelques mots, entre-temps, Abdelaziz Bouteflika va rester au pouvoir. Et autre chose, est-ce que ces manifestations n'ont pas un impact économique sur la vie économique du pays? Eh bien, pour le moment, l'impact ne doit pas être important selon de l'aveu même de certains responsables de société qui aujourd'hui c'est le cas par exemple du PDG de l'entreprise d'hydrocarbures algérienne qui assure que pour le moment les manifestations n'ont aucun impact. Et puis bon, il faut dire que les manifestations ne sont pas accompagnées de grève générale ou de fermeture des commerces. Cela s'est produit avant-hier, mais cela ne s'est fait qu'une seule fois. Merci Zine Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au journal El Watan. Je vous remercie à vous, bon courage. Merci. Ils sont au moins 7 militaires à avoir été tués dans une double attaque au Mali. L'incident s'est déroulé ce mardi à Mopti. Des véhicules à bord desquels se trouvaient plusieurs militaires maliens ont été la cible d'attaques à l'engin explosif improvisé, probablement une mine, dans les localités de Dialoubé et Ombori. En plus des 7 personnes tuées, l'on dénombre également des blessés, dont certains grièvement, selon la presse malienne. Bon nombre d'attaques enregistrées dans le pays portent la signature des éléments de la Katiba d'Ansardine du Massina, dont le chef Amadou Koufa est récemment réapparu en vidéo après l'annonce de sa mort en octobre dernier. Fermeture de l'espace aérien de l'Australie et de plusieurs pays de l'Union européenne au Boeing 737 MAX 8, suspension des vols par Aerolinea Argentinas et EasterJet en Corée du Sud, réexamen par la Malaisie de son carnet de commandes. Boeing traverse une zone de turbulence et connaît des ennuis depuis le crash dimanche dernier de l'appareil d'Ethiopian Airlines qui a provoqué la mort de 157 personnes. Il s'agit du deuxième accident mortel d'un 737 MAX 8 en moins de 6 mois. Davantage avec Irénée Herman Ungbo. Sur place, les débris du 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche au sud-est d'Addis Abeba peu après le décollage. Les 157 personnes à bord de l'appareil, y compris les membres de l'équipage, ont toutes péri dans ce crash. Invoquant des vérifications nécessaires sur la fiabilité de cette gamme, le régulateur de l'aviation civile de la cité-État, un hub majeur de transport aérien en Asie, a suspendu temporairement les opérations de toutes les variantes des appareils Boeing 737 MAX dans son espace aérien. L'aviation civile australienne a aussi interdit toute la gamme des Boeing 737 MAX avec effet immédiat. La Corée du Sud a limité l'immobilisation à 2 Boeing 737 MAX 8 opérés par la compagnie EasterJet. Lundi, les États-Unis avaient décidé de ne pas clouer au sol ces avions, mais veulent obliger Boeing à procéder à des modifications du 737 MAX 8 et du 737 MAX 9. L'Agence fédérale de l'aviation a demandé à l'avionneur américain d'effectuer des changements au plus tard en avril sur des logiciels et sur le système de contrôle MCAS conçu pour éviter les décrochages. Les autorités américaines se distinguent ainsi de l'Australie, du Singapour, de la Corée du Sud, de l'Indonésie, de la Mongolie et surtout de la Chine, grosses clientes du 737 MAX 8 qui ont décidé d'immobiliser ces appareils. Les États-Unis annoncent le retrait de tout le personnel diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo évoque comme raison de cette décision l'aggravation de la crise au Venezuela. La présence de personnel diplomatique à l'ambassade américaine est devenue une contrainte pour la politique des États-Unis, a tweeté M. Pompeo. Le 23 janvier, le président vénézuélien Nicolás Maduro avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis, qui venait de reconnaître l'opposant Juan Guaido, président par intérim du pays, et ordonner le départ de tous les diplomates. Et on apprend d'ailleurs à l'instant que Washington va imposer des sanctions importantes sur des institutions financières du Venezuela. Les forces anti-djihadistes soutenues par les Occidentaux mettent la pression sur le groupe État islamique, dont les combattants sont retranchés dans leur dernier bastion dans le nord syrien. Plus de 65 000 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, ont été obligées d'évacuer la zone assiégée vers les camps de la région. Ces déplacements massifs de familles de combattants du groupe État islamique étaient inattendus, surtout qu'elles sont loin de renoncer à l'idéologie radicale de l'organisation. Reportage dans le camp d'Al-Hol, dans le nord de la Syrie, de Heather Murdoch. Le récit est d'Abdourahmane Dia. La majorité des déplacés qui ont fui le dernier bastion du groupe État islamique sont liés d'une manière ou d'une autre aux combattants djihadistes. Beaucoup sont soit des épouses, des veuves ou des enfants qui croient toujours à l'idéologie du groupe. Mohamed estime que le groupe État islamique avait raison de tuer ses ennemis et espère que les enfants vont suivre les pas de leur père quand ils vont grandir. Je n'aurai pas besoin de leur dire. Ils savent ce qu'ils aiment. Ils aiment l'État islamique. Leur père y appartenait. Les travailleurs humanitaires estiment que le seul moyen à leur disposition pour contrer l'extrémisme est de fournir de l'assistance et montrer qu'on n'est pas l'ennemi. Mais le surpeuplement et le manque de produits de base menacent cet objectif. Au moins 100 personnes sont mortes récemment en chemin vers le camp ou à leur arrivée. Toutes presque étaient des enfants. À côté de cette crise sanitaire meurtrière, les organisations ont besoin de milliers de tentes. Nous sommes dans une situation d'urgence, comme vous le voyez, parce que nous avons beaucoup de personnes qui viennent d'endroits qui étaient sous le contrôle du groupe État islamique et nous avons beaucoup de besoins. Les familles étrangères des combattants de Daesh sont séparées des autres. Elles attendent de savoir si leurs pays d'origine vont les autoriser à rentrer. L'avenir des familles syriennes et irakiennes est également incertain. En rejoignant le groupe, elles se sont éloignées de leur localité d'origine et pourraient faire face au rejet de leur communauté si elles y retournaient. Et puis la chef des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, affirme dans un entretien publié lundi au Washington Post être défavorable au lancement d'une procédure de destitution contre le président Donald Trump, une initiative qui, selon elle, diviserait le pays. Je ne suis pas pour l'impeachment, a-t-elle souligné, prenant pour la première fois une position publique aussi tranchée, mais pas forcément partagée par l'aile progressiste du parti, notamment chez plusieurs nouveaux élus très médiatiques. Pour l'instant, toute tentative de destituer le 45e président des États-Unis n'a aucune chance d'aboutir, le Sénat étant contrôlé par les républicains. Et cette autre actualité, Theresa May n'a pas réussi ce mardi à sauver son accord de Brexit qui a donc échoué, qui a donc connu un nouveau rejet au Parlement britannique après la publication de l'avis potentiellement dévastateur du conseiller légal du gouvernement sur les changements obtenus la veille par la première ministre. Ceux qui soutiennent le Brexit craignent de rester indéfiniment piégés dans une union avec l'Union européenne, car le filet de sécurité implique un alignement étroit de tout le Royaume-Uni sur les règles commerciales en attendant la conclusion d'un accord sur les futures relations. Un groupe influent de parlementaires eurosceptiques a donc recommandé le rejet de l'accord. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. C'est une pratique très répandue aux États-Unis, celle des prêteurs sur gage. Et nous le verrons, près de 30 millions de personnes et 11 000 boutiques sont concernées. Des produits bio, fruits et légumes beaucoup plus résistants, de meilleure qualité avec un meilleur goût, tout cela dans cette ferme biologique à Bangui. Du hockey sur glace au Kenya, pas habituel mais réel. Nous vous présenterons une nouvelle génération de joueurs qui s'intéressent à cette discipline. Le Monde aujourd'hui vous propose chaque mardi un coup d'œil sur l'économie. Cette chronique nous est présentée aujourd'hui par Eric Manirakiza. Eric Manirakiza qui rentre fraîchement des vacances. Bonsoir Eric. Bonsoir John. Et on commence par la RCA pour parler de l'agriculture écolo et des soldats de la terre. Une ferme biologique a vu le jour pour faire pousser des fruits et légumes. L'initiative vient d'un agriculteur écologiste qui a milité en France contre les OGM. Il a donc décidé de rentrer à Bangui malgré la crise pour y créer une ferme biologique. Cette capacité de résilience est aussi inculquée aux jeunes, aux personnes âgées pour changer les pratiques agricoles. Les bénéficiaires viennent de différentes régions centrafricaines. Ils vont travailler pendant 4 mois dans sa ferme en échange d'une formation aux outils d'analyse et aux techniques agricoles. Ces élèves agriculteurs sont appelés les soldats de la terre. À l'issue de leur formation, ils retourneront dans leur village, utiliser et propager les techniques apprises. Pour le promoteur de ce projet, rien d'égal que de produire dans des conditions saines et offrir aux consommateurs une nourriture respectueuse de l'homme, bien sûr, et de l'environnement. Il y a donc du Nîmes, de l'artémésien, et aussi une autre plante qui vient du pays pygmée. Et ça, c'est un secret maison. Et puis, il y a une mixture qui est initiée, et ça donne lieu à cet engrais magique. Ça veut dire que si nos tomates arrivent à assimiler les vertus de l'artémésien et du Nîmes, et donc on aurait une tomate qui sera anticancérigène, anti-paludéenne, et donc en même temps, nos produits, nos fruits seraient le meilleur médicament qui soit. Pour améliorer ces techniques, il a ouvert un petit centre de recherche dans la région de la Lobaye, dans le sud-ouest de la Centrafrique. Cette région abrite des communautés pygmées, un peuple de chasseurs et de cueilleurs des forêts tropicales. Et cette nouvelle qui ne va pas plaire à mes amis burkinabés, le Burkina Faso a perdu sa première place de producteur africain du coton. Que se passe-t-il, Eric ? Cette situation date de plusieurs années. De 800 000 tonnes, le pays a produit à peine 600 000 la saison dernière. Une situation qui inquiète les acteurs de la filière qui se sont réunis en conclave pour la relancer. Des experts, des membres du gouvernement et les représentants des structures fêtières des agriculteurs du coton se sont donné 72 heures jusqu'à ce mercredi pour trouver une solution appropriée sur cette question de l'or blanc, très importante pour le pays des hommes intègres. Suivez. Le coton, c'est une filière qui fait travailler des millions de Burkinabés. C'est une filière qui apporte beaucoup à l'économie. C'est une filière qui apporte énormément en termes de revenus en milieu rural et en milieu urbain. C'est aussi une filière qui va nous permettre donc de monter en puissance en matière de création d'emplois, d'autant plus que nous avons un vaste programme d'industrialisation et qui est basé sur la transformation du coton. Espérons, John, que de la fumée blanche sortira de cette conclave. Merci Eric Manirakiza et à la semaine prochaine. Les prêteurs sur gage sont très populaires ici aux États-Unis où près de 30 millions de personnes visitent plus de 11 000 boutiques chaque année. La plupart sont des petits détaillants indépendants où les clients achètent et vendent des objets ou obtiennent un prêt rapide. Pour les personnes sans crédit ni ressources financières,
Les prêteurs sur gage peuvent les aider à obtenir l'argent dont elles ont besoin. Alors que beaucoup de gens voient d'un mauvais œil les prêteurs sur gage, l'activité a changé pour le mieux au cours des 30 dernières années. C'est un reportage de Déborah Bloch relaté ici par Raïssa Gironda. Où pouvez-vous trouver une horloge de fabrication française du 19e siècle entourée d'ordinateurs portables? Eric Reiser, propriétaire de plusieurs boutiques de prêt sur gage en Virginie, aimerait que plus de gens découvrent à quoi ressemblent ces entreprises. Vous verrez des œuvres d'art, des antiquités et des tapis. Le prêteur sur gage est devenu un endroit chic. On a eu un original de Picasso ici. Nous avons quelques montres haut de gamme, des Rolex. On a déjà eu une tête d'oiseau que j'ai vendue à un homme et son espèce a disparu depuis plus de 100 ans. Alors que les ventes rapportent de l'argent, les prêteurs sur gage tirent la majeure partie de leurs revenus de prêts en espèces qu'ils accordent aux clients en échange d'un article. Il y a aussi un taux d'intérêt qui est plus élevé qu'un taux bancaire. Si l'argent est remboursé dans les 30 jours, le client récupère son article, sinon la boutique le garde pour la revente. Dans de nombreux cas, les gens n'ont pas d'autres endroits pour obtenir l'argent dont ils ont besoin pour tenir tout au long de la semaine, pour mettre de l'essence ou payer la facture d'électricité. Certains y ont même recours pour pouvoir payer leur mariage. Je me marie dans 3 mois, alors j'ai acheté une bague ici la semaine dernière. J'ai ma propre entreprise, donc quand l'argent rentrera, je racheterai mes affaires. Certains prêteurs sur gage commencent à vendre des articles en ligne pour survivre, mais Michael Cohen pense que les boutiques traditionnelles ne sont pas appelées à disparaître, parce que vous ne saurez jamais quel trésor peut y être caché. Pour un résumé de l'actualité sportive du jour, nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Yacouba, Aubameyang est sur la liste du Gabon contre le Burundi. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Bien évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang est sur la liste du Gabon contre le Burundi. Malgré ses bisbilles avec la fédération, l'attaquant d'Arsenal a été convoqué par le sélectionneur Daniel Cousin pour affronter donc les Hirondelles burundaises lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour le reste, on note le retour du milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong et de l'attaquant Malik Evuna qui ont profité du mercato d'hiver pour retrouver du temps de jeu. Les cadres comme Ovono, Ekwele Manga, Paloun Poko et Bouanga sont aussi présents. Les Panthères sont dans l'obligation de s'imposer le 23 mars à Bujumbura pour valider leur billet pour la CAN. Le sélectionneur Daniel Cousin ne doute pas du tout de l'état d'esprit de ses poulets. Suivez. En équipe nationale, ce que je veux installer, moi, c'est une concurrence saine. À un moment donné, quand on te donne ta chance, il faut la saisir. Il n'y aura pas 36 000 opportunités. Celui qui vient sans état d'esprit de gagneur, il n'a rien à faire là. Dès les premiers entraînements, je vais voir les personnes qui sont le plus déterminées. Mais moi, je suis vraiment pas inquiet pour ça. Hein. Mais ça, c'est un match, pour moi, c'est comme une finale de Coupe du Monde. En Tunisie, Alain Giresse a dévoilé sa première liste. Une liste marquée par le retour du milieu offensif Youssef Msakni et du gardien Mouez Hassen, absent depuis plusieurs mois pour blessure. Giresse a opté pour un équilibre entre les cadres comme Kazri, Maloul, Sliti et Sassi et les valeurs montantes du championnat local telles que Firas Chouak du CS Sfaxien et Yessine Chamaki du club africain. Toujours pas de retour en revanche pour Aymen Abdenou qui ne joue pas avec l'Olympique de Marseille, déjà qualifié pour la CAN 2019. Eh bien, les Aigles de Carthage reçoivent l'Iswati pour un match sans enjeu le 22 mars avant d'affronter les Fennecs algériens 4 jours plus tard à Alger, un match amical. Et pour finir, du hockey sur glace, ce n'est pas habituel, John le disait en titre, mais c'est réel et ça se passe en Afrique, au Kenya. La première et seule équipe de hockey sur glace continue de défier la chance de pratiquer ce sport dans une patinoire uniquement solaire. Cette équipe pionnière inspire désormais une nouvelle génération de joueurs de hockey sur glace qui souhaitent développer ce sport dans leur pays. Raël Ombor a assisté à l'une de leurs séances d'entraînement. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. C'est ici, au centre de Panari, que la Kenyan Ice Lions, la première équipe kenyane de hockey sur glace, a été formée. Les entraînements ont lieu 3 fois par semaine. En 2010, Tim Colby a déménagé d'Ottawa à Nairobi, où il allait travailler au Haut-Commissariat du Canada. Quelques mois plus tard, il a commencé à entraîner la première équipe de hockey sur glace du Kenya.
Il y a quelques années, les Kenyans voulaient développer ce sport, l'intensifier, jouer beaucoup plus sérieusement et disputer des réels matchs de hockey. Donc nous avons performé cette équipe avec d'autres Américains, Canadiens, Slovaques, Suédois et autres. Il appartient maintenant au Kenya de prendre les choses en main. Jusqu'à l'an dernier, les Ice Lions n'avaient toujours pas une autre équipe contre laquelle ils pouvaient jouer. La chaîne de restaurants canadienne Tim Hortons a donc amené l'équipe à jouer son premier vrai match contre une formation de pompiers de Toronto. Gideon Mutua, 18 ans, faisait partie de l'équipe et a vu sa vie changer grâce au hockey sur glace. Mon plus grand rêve est de jouer dans la NHL, pour être payé juste pour jouer. Et je pense que mon rêve se réalisera un jour. Des jeunes comme lui représentent l'avenir du hockey sur glace au Kenya. Nous avons habituellement 10, 12 joueurs kenyans. Maintenant, nous avons environ 30. Au moins la moitié d'entre eux est jeune. Quand je dis jeune, je veux dire moins de 15 ans, ce qui est vraiment bon pour le sport. La Kenya Ice Lions garde espoir que les choses peuvent changer à l'avenir tant que la nouvelle génération continuera de jouer au hockey sur glace. Pourquoi pas? À demain. Merci Yacouba Ouedraogo, et à demain. De la glace à la plage, faisons le pas en allant en Irlande où les planches à voile ont pris les plages en otage depuis dimanche dans le cadre d'une compétition qui regroupe quelques 8 candidats. Et puis, si vous regardez ce journal sur votre mobile, c'est certainement grâce à Internet. Et ce 12 mars marque le 30e anniversaire d'Internet, un outil né le 12 mars 1989 et qui est devenu pratiquement incontournable dans notre quotidien, avec à la clé de nombreux avantages, mais aussi de plus en plus de dérives. En prélude à ce 30e anniversaire, le père d'Internet, Tim Berners-Lee, a lancé un appel lundi à Genève à un contrôle complet de données personnelles par chaque usager. Un anniversaire pouvant en cacher un autre, votre journal Le Monde aujourd'hui a un an ce 12 mars. En 12 mois, nous avons connu des hauts et des bas. Et comment ne pas remercier tous nos partenaires et téléspectateurs? Un merci également à celle qui, franchement, a mis son cœur et son âme dans ce projet. Il s'agit de notre productrice déléguée, Salwa Jafari. Fin de ce journal. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.